Salut, la grosse question qui taraude l'esprit des Camerounais, c'est de savoir si ils vont payer de l'électricité plus maintenant ou moins. Et Jeune Yanda, économiste et consultant international, vient affronter ce que Robert Claude Amoté a présenté dernièrement, une sortie qui a été fort appréciée et beaucoup ne comprennent pas pourquoi on est allé chercher Eugène. Le morceau croisé, c'est dans l'extrait qui suit. Renationalisation de l'entreprise d'électricité. Le gouvernement s'engage à mener une lutte renforcée contre la fraude, évaluée à près de 60 milliards de francs CFA chaque année. L'annonce a été faite ce week-end par Gaston Elundou Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie. Au cours d'un point de presse, le ministre a également annoncé l'installation dans les jours à venir de 15 000 compteurs intelligents pour permettre une meilleure gestion des flux et une réduction significative des pertes commerciales. Le gouvernement prévoit également une série de réformes structurelles, incluant la modernisation des réseaux de transport et de distribution, la restructuration de la dette du secteur ainsi que le raccordement de nouvelles industries afin d'augmenter les revenus. Écoutons le ministre Gaston Elundou Essomba dans cet extrait sélectionné par Sébastien Oyebe. Cette stratégie de mobilisation des revenus supplémentaires pour le secteur passe aussi par le paiement des factures de tous les clients consommateurs d'énergie électrique. Dans ce cadre, des mesures particulières seront prises pour les entités publiques et les collectivités territoriales décentralisées. Ces mesures pourront aller jusqu'aux retenues à la source pour certaines de ces entités. C'est dire que l'engagement fort du gouvernement dans cette restructuration est d'amener chacun à payer sa facture d'électricité. Dans le même ordre d'idée, une lutte sans merci sera menée contre la fraude. Les pertes dues à la fraude sont de l'ordre de 60 milliards de francs CFA chaque année, faut-il le rappeler. En parler, il s'agit du Cameroun qui est désormais actionnaire à 95% de son principal fournisseur d'électricité, Eneo, une opération d'un montant de 78 milliards de francs CFA qui marque ainsi un tournant historique après près de 15 ans de gestion privée. J'espère que je ne me trompe pas au niveau des années. Mais que se casse-t-il derrière cette reprise en main de l'État? Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Eugène Yambal, économiste, consultant international et fin connaisseur des dossiers stratégiques camerounais. Eugène Yambal, bonjour. Marie-Flore, bonjour et bonjour, chers auditeurs. Bienvenue sur Balafon. Une fois de plus. Une fois de plus. Parce qu'à un moment, les auditeurs ont réclamé, bien sûr, mais je pense que vous étiez hors du Cameroun, vous n'étiez pas présent sur le territoire, et là vous y êtes. Un sujet comme celui-là, vous avez votre parole, vous avez votre mot à dire. Mais peut-être la première question, comment est-ce que vous qualifiez cette décision du gouvernement? Une nécessité stratégique ou selon vous, un retour en arrière? Non, je pense qu'il s'agit d'une nécessité stratégique, ouais. Et j'ai toujours souhaité, depuis le départ, que le gouvernement reprenne le contrôle du secteur de l'électricité et de tous les autres secteurs privatisés, y compris Camra et les autres. Parce que dès le départ, lorsque on a commencé cette privatisation, j'étais à la Banque mondiale, et je me suis opposé à ce qu'on donne cette concession à AES, qui était une entreprise américaine créée par des avocats qui travaillaient avec un groupe d'énergie qui était tombé en faillite, Enron, et ils ont vu qu'il y avait des opportunités à se faire dans le secteur. Donc cette société des avocats de quelle nationalité? Ils sont américains. Ça a été créé pas loin de... Bon, j'habitais Arlington aux États-Unis. Oui. C'est une société qui a été créée dans la ville où j'habitais. Donc j'ai alerté les autorités à l'époque que cette société n'avait pas l'expérience pour gérer le secteur de l'électricité au Cameroun. Ils ont essayé au Sénégal, un peu partout, ça ne donnait pas. Et quand ils ont eu la concession du Cameroun, leur action était tombée à peu près $1 par action. Tellement ils n'avaient pas d'opportunité. Oui. Et donc, comme on était en train de vouloir atteindre le point d'achèvement, la réduction de la dette, donc on avait des pressions des bailleurs de fonds. Et à l'époque, j'ai conseillé au ministre des Finances que dès que nous avons le point d'achèvement à la réduction de la dette, on devrait utiliser l'agence de régulation pour faire un audit du cahier des charges et donner une amende à AES pour le sortir de cette affaire. J'ai émis les mêmes réserves lorsqu'on a appelé Actis. Donc au vu des résultats atteints aujourd'hui par ces deux concessions, je soutiens totalement l'action du gouvernement, sauf que le coût du rachat est exorbitant pour le contribuable camerounais. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais au-delà justement de l'argument officiel de restructuration profonde, quelles sont selon vous, Eugène Yambal, les raisons économiques notamment et politiques qui ont poussé l'État à racheter ses parts de manière, pour certains, anticipée? Disons, on a un problème, c'est que le secteur était en faillite sur le plan financier. Tout le système était déréglé, et si l'État n'agissait pas maintenant, il allait se retrouver dans une situation dans laquelle le coût de restructuration aurait été beaucoup plus élevé. Je m'explique. Oui. Lorsqu'on a privatisé, on a changé le modèle de gestion du secteur de l'électricité. On est passé d'un modèle intégré dans lequel l'État
fixait la politique, construisait des barrages et disait à la SONEL, vous donnez l'électricité à la population. Maintenant, on est passé dans un système plus complexe avec la privatisation que les Camerounais ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire on a divisé le secteur en petits morceaux. Il y a le segment de la production, dans lequel l'État pouvait construire les barrages, les privés aussi. Ensuite, on a créé une deuxième société qui faisait le transport d'électricité, alors que c'était intégré dans la SONEL d'avant. Après, on a créé une société de distribution et c'est dans la distribution qu'on injecte l'investisseur étranger, AES SONEL ou Actis. Et sachant que c'est dans ce segment, il n'y a pas beaucoup d'investissements lourds. Donc, on laisse l'essentiel des investissements à l'État, mais on se retrouve dans une situation où l'État n'a pas les moyens. Et à côté de ça, on dit à l'État de ne plus intervenir dans le secteur. On met en place une agence de régulation. On lui dit, vous allez contrôler l'exécution du cahier des charges, réguler le comportement des uns et des autres. Mais le système n'a pas fonctionné du tout. On dit, l'État ne paye pas ses factures. L'État qui devait faire la stratégie, les politiques pour dire, OK, dans les 30-20 prochaines années, voici comment on va construire le secteur de l'électricité. Il n'a pas joué ce rôle de stratégie. Comme il ne payait pas ses factures, et Eneo lui-même n'arrivait pas à payer ses fournisseurs, il y avait des dettes croisées. Dette de Eneo, 800 milliards. Dette croisée parce que Eneo n'arrive pas à payer ses fournisseurs. Ses fournisseurs eux-mêmes ne payent pas la SNH et tout ça. Et Eneo n'avait pas les capacités financières. C'était un fonds d'investissement qui est venu pour redonner un maximum de ressources aux investisseurs. Donc, il était là pour rapatrier les fonds et il n'avait pas les capacités financières pour investir dans les lignes. Comprenez que pour avoir l'électricité, une fois qu'on a produit, il faut transporter. Or, la société de transport Sonatrel n'avait pas les ressources pour créer les infrastructures de transport. De l'autre côté, celui qui arrive pour distribuer, Eneo lui-même n'a pas les ressources. Il vient prendre les crédits auprès des banques camerounaises. On se retrouve dans un système où l'État était obligé de subventionner si on continuait comme ça. Et la dernière chose là-dedans, c'est que avec toutes ces pertes cumulées, on a le barrage du Nachtigal qui arrive. Là-dedans, Eneo s'engage à payer l'électricité auprès du consortium EDF à raison de 10 milliards de francs CFA par mois. Donc ça fait 120 milliards par an. Or, Eneo est déjà en faillite, il a plus de 800 milliards de dettes. Et le pire, c'est qu'on a oublié de transporter. D'investir dans les lignes de transport. Et comme c'est l'État qui a apporté la garantie à Eneo pour payer l'électricité, on se retrouve avec une dette supplémentaire potentielle de 120 milliards par an. Donc, au vu de tout ceci, il fallait que l'État intervienne vite pour arrêter l'hémorragie et se donner les moyens de réorganiser le secteur. C'est là le plus grand défi maintenant. Justement, Eugène Yambal, vous l'avez dit, l'État hérite des dettes colossales d'Eneo. Il y a également une demande en forte croissance, notamment sur le territoire national. Mais par où doit commencer cette restructuration profonde? La priorité est-elle technique, financière ou managériale? Non, vous savez que quand vous n'avez pas défini votre trajectoire, le cap où est-ce que vous voulez aller, vous pouvez aller dans tous les sens. Oui. C'est vrai qu'il faut restructurer la société, mais le plus important maintenant, c'est de faire le point sur où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller. Un plan stratégique au niveau du secteur énergétique. On a un problème aujourd'hui, c'est que... Donc c'est une restructuration globale du secteur, du secteur. C'est-à-dire qu'on nous a amené un secteur qu'on n'arrive pas à gérer, à maîtriser. Ouais. Il y a une inflation d'institutions là-dedans, mais la plupart des institutions n'arrivent pas à jouer leur rôle. Par exemple, on a coupé production, transport, distribution, agence de régulation. Il faut revoir tout ça pour voir comment réorganiser de manière plus efficiente. Et l'État doit aussi devenir plus responsable, payer ses factures. Mais maintenant, pour être plus concret, on est confronté à des problèmes de coupure d'électricité et tout ça. Comment on fait? Il faut réorganiser la société de distribution, Eneo. À ce niveau, plusieurs choses. Il faut éviter qu'il y ait des augmentations tarifaires trop importantes dès le départ. À ce niveau, on a de la marge de manœuvre, par exemple, au niveau technique. Les pertes techniques et commerciales elles sont énormes. Si on fait un effort à ce niveau, on peut trouver des revenus. Voir également la tarification. C'est-à-dire, il y a des structures comme, par exemple, à l'UQAM, oui, qui a des tarifs qui sont figés depuis au moins une quarantaine d'années. Donc, il faut voir comment lisser tout ça pour soulager, baisser le coût pour toutes les autres industries. Une fois qu'on a fait ça, c'est dans un dernier temps qu'on essaie de voir comment répercuter les tarifs qui sont sur le reste de la population. Mais en un mot, pour restructurer, il faut un plan. 2, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne suffit pas de racheter Eneo. Si c'est géré comme les autres entreprises publiques, ça ne donnera rien. Donc, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et avoir un système basé sur les résultats. Et bon, une fois qu'on a ce cap, il faut recapitaliser, par exemple, pour s'assurer qu'au niveau des lignes de transmission et distribution, il y a assez de ressources pour donner l'électricité à la population. Mais Eugène Yambal, la question que se posent la plupart des Camerounais, même sur notre live Facebook, eh bien, est-ce que cette nationalisation va
qu'est-ce qu'elle va concrètement changer? Est-ce qu'elle va réduire les délestages? Est-ce qu'elle va empêcher une nouvelle hausse du prix du kilowattheure, par exemple? C'est ce dont j'étais en train de parler. La nationalisation toute seule ne suffit pas pour résoudre les problèmes. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des délestages parce que tout le système est désorganisé. Dans ce secteur, l'État a mis l'accent sur la construction de barrages. Mais il faut voir le secteur de manière holistique. Quand vous construisez les barrages, il faut prévoir les lignes de transmission et puis le réseau de distribution pour fournir l'électricité à la population. La deuxième chose, c'est qu'on a mis l'accent sur la construction de nouveaux ouvrages, alors que ceux qui sont existants fonctionnaient souvent à 50%. Je parle de Sangloulou, je parle de Lagdo et de tous les autres. Donc, il faut optimiser ce qui existe. Donc, c'est un peu... Bon, c'est un peu ça qu'il faut... Lagdo qu'on devait d'ailleurs... Actis devait d'ailleurs réhabiliter. Je vais y revenir. Donc, pour faire baisser les délestages, donc, il faut des actions à ce niveau, au niveau de la distribution, au niveau du transport. Et le dernier point... Bon, on va certainement revenir. Et maintenant sur les tarifs. Oui. Est-ce que les tarifs vont augmenter ou pas? Je l'ai dit tout à l'heure, l'augmentation des tarifs est inévitable. Mais on doit gérer ça de telle sorte que ça ait le moins d'impact possible sur la population. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit jouer sur plusieurs leviers. Le fait de réduire les pertes techniques et commerciales. Il y a beaucoup de pertes. Une fois qu'on fait ça, on a plus de recettes. Augmenter l'action sur les recouvrements, par exemple. C'est une fois qu'on a injecté l'argent public aussi. Oui. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est en dernier ressort qu'en complément, on peut voir comment ajuster les tarifs. Mais on a évoqué tout à l'heure le cas de Lagdo, l'entreprise Actis, donc Eneo, devait en principe réhabiliter ce barrage. Qu'en est-il? Pourquoi, selon vous, ça n'a pas été fait? D'ailleurs, ça va la une du journal L'Œil du Sahel de ce matin. Barrage hydroélectrique, Actis s'en va sans réhabiliter Lagdo. C'est justement sur ce point que j'étais en désaccord avec le prix de 78 milliards qui a été annoncé. Et le fait qu'on ait remis cette somme à Eneo. Pourquoi? Parce que dans le cahier des charges d'Eneo, il avait pour obligation de faire la maintenance de Sangloulou et de Lagdo. Ouais. Il ne l'a pas fait et on estime les coûts à peu près à 280 milliards. Marie-Flore, si vous me demandez de vous payer 78 milliards et que je vous ai confié des travaux qui coûtent 280 milliards, est-ce que je vous donne les 78 milliards? On n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Est-ce que je vous donne les 78 milliards? Non. Et en plus, et vous ajoutez aussi le fait qu'il y a la dette de Nachtigal, où Eneo s'engage à payer 10 milliards par an, ça fait 120 milliards par an. Donc le coût de sortie d'Eneo, c'est 78 milliards, plus les 280 milliards de travaux de maintenance non effectués, plus les bénéfices qu'ils ont déjà eu à tirer, plus la dette de 120 milliards par an, qui est insoutenable. Quand vous voyez l'état de notre pays aujourd'hui et des finances publiques, on sera dans l'obligation de restructurer Nachtigal. Donc, par rapport à ça, moi, j'aurais souhaité que, avant de donner les 78 milliards à Eneo, on a créé les agences de régulation pour jouer un rôle, c'est-à-dire s'assurer que chacun se conforme au cahier des charges. Si j'avais été dans les instances de décision, j'aurais utilisé l'ARCEL et recruté de grands cabinets pour me faire un audit du cahier des charges. On me l'apporte, je dis à Eneo, voyez, vous réclamez 78, moi, vous devez au Cameroun 280 milliards. Bon, si vous ne voulez pas, on peut aller en arbitrage à la Banque mondiale, à Paris ou n'importe où, parce que sur le plan juridique, j'ai un dossier solide. On aurait dû faire ça. Selon vous? Oui. Disons, c'est que j'ai la chance d'avoir travaillé sur les PPP à la Banque mondiale. J'ai aidé à mettre ça en place un peu partout. Et puis à la SFI, j'étais dans le comité qui approuvait ce type de projet. Je suis scandalisé par ce que j'ai vu, par exemple, sur Nachtigal. On en reparle dans un instant. On peut également parler d'eau. C'est pratiquement le même scénario, Eugène Yambal. Tout à fait. C'est le même problème que nous retrouvons dans tous les services publics privatisés. Dans l'eau, dans l'électricité, pour Camrail aussi. Chemin de fer. Chemin de fer. Bon, il y a eu, au bénéfice il y a quelques bonnes actions qui ont été faites par le gouvernement, notamment la reprise du port autonome de Douala, qui montre que lorsque il y a une volonté politique et qu'il y a une bonne équipe de management, on peut avoir de bons résultats. Parce qu'aujourd'hui, je constate que le port autonome a des résultats largement supérieurs à ce que nous avions avec le groupe Bolloré. Sur le secteur de l'électricité, le Cameroun, j'avais émis les mêmes réserves. Hein. Oui. J'avais demandé au Cameroun de ne pas vendre cette concession. Parce que vous étiez à la Banque mondiale. Oui, aux Marocains. Parce que cette société n'avait aucune expérience dans la gestion de l'eau dans les zones urbaines. La pseudo-société marocaine. C'est plus complexe que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des Camerounais derrière? Marie-Flore, si tu permets. Oui, donc je m'y étais opposé aussi rapidement. Là aussi, on a repris le contrôle de ce secteur
il faut maintenant faire de sérieux plans de restructuration pour pouvoir redonner ces services, fournir ces services aux Camerounais. Ouais. Oui, oui. Donc c'est... Oui, Jean-Paul. Oui, j'ai lu une sortie des jeunes Yambal. Vous avez comparé avec le barrage de la Renaissance en Éthiopie. C'est un barrage qui a été construit et qui rapporte aujourd'hui 600 milliards de francs CFA à l'État éthiopien, puisque l'énergie est exportée aux pays voisins. Comment comprendre qu'ailleurs, on a un système comme ça qui fonctionne avec un barrage qui produit 5000 MW, donc plus de 10 fois plus de 10 fois ce que produit... Et qui a coûté 4 fois plus cher. Et qui a coûté 4 fois plus cher. J'ai fait le calcul de 2400 milliards de francs CFA. Nous avons dépensé 800 pour un barrage, même si ce n'est pas la même amplitude, mais donc qui n'apporte rien à l'État. L'État dépense plutôt au lieu de gagner de l'argent dessus. Comment, dans un environnement camerounais, on peut avoir choisi une option comme celle-là si ce n'est pas qu'il y a des Camerounais qui ont des intérêts cachés derrière? Est-ce que ça peut s'expliquer? Disons, je pense que le problème, il y a de cela, mais le problème est plus systémique. C'est-à-dire que la différence entre le Cameroun et des pays comme la Côte d'Ivoire ou l'Éthiopie, c'est un problème dans la gestion des investissements publics. Nous avons un système... Qui relève des hommes. Des systèmes et des hommes. Voilà. C'est-à-dire que nous avons des faiblesses structurelles à ce niveau. Ensuite, il y a la corruption, l'opportunisme. Mais on a un problème, c'est que depuis, quand on voit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas tout ça, depuis plus de 3 décennies, on a des faiblesses très fortes en matière d'investissement public, c'est-à-dire préparer ce qu'on appelle la maturation des projets. On investit dans l'improvisation. Pour être clair, c'est qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, comme ils ont compris que tous les ministères n'ont pas une forte capacité à implémenter les projets, ils ont créé une structure qui a toutes les compétences, des ingénieurs, des financiers, un peu de tout, et qui font du contrôle qualité lorsque ils recrutent une entreprise étrangère. Et ça fait que l'exécution du budget d'investissement est bon. Ils ont une efficacité supérieure à la nôtre. Et puis, les pays comme l'Éthiopie, le Rwanda et les autres, on planifie l'investissement public en amont. Et on le fait de manière holistique. Dans le cas du barrage, par exemple, éthiopien, ils ont dit que c'est un problème de souveraineté nationale. Nous souhaitons avoir le plus grand barrage d'Afrique. Nous ne voulons pas dépendre la Banque mondiale, du FMI, des bailleurs pour le financement. L'État a mis les moyens. Il a fait appel à la diaspora. C'est financé à 100% par l'État éthiopien. Et la différence entre eux et nous aussi, c'est que quand je vois nos fonctionnaires, quand ils vont négocier avec les bailleurs étrangers, on n'a pas notre propre projet. On accepte souvent tout ce qu'on On n'a même pas nos experts, comme les jeunes Yambal. Et je vais revenir par exemple sur Nachtigal, par exemple. Il y a des problèmes parce que quand on va faire des PPP, on a en face de nous la SFI, EDF. C'est eux qui font le plan technique et la modélisation financière. Et en face, nous n'avons pas une équipe qui prépare des contre-propositions pour dire voici la position du Cameroun. Donc, pour comparer à l'Éthiopie, une fois de plus, il y a une vision claire. Et puis, on investit de manière holistique. C'est-à-dire, on se dit, on ne peut pas avoir d'électricité si on n'a pas investi dans tous les segments. Production, transport, distribution. Et puis, on a identifié les pays voisins qui vont acheter. Le Kenya, l'Ouganda, on a quantifié, on a dit, ça va nous rapporter 600 milliards de francs CFA. Oui. Or, chez nous... Ce qui va permettre d'amortir l'investissement. Oui. Et puis, et donc, sur 30 ans, ils vont engranger les bénéfices. Nous, le pire, c'est qu'au lieu, la solution qu'on a choisie est plus chère que si on avait investi nous-mêmes. Pour construire un barrage, vous avez 2 options. Soit vous faites comme les Éthiopiens, ou comme on a construit son loulou à l'époque, c'est-à-dire l'État emprunte, investit, contrôle le fruit des investissements sur la durée de vie du projet. Nous, on a refusé ça, on a choisi le PPP. Je parle aux auditeurs pour expliquer simplement qu'on choisit le PPP, partenariat public-privé, parce qu'on se dit, on n'a pas d'argent pour investir. On cherche un concessionnaire, on lui dit, bon, comme nous n'avons pas d'argent, nous souhaitons vous transférer le risque financier du projet. On va vous donner, vous apportez votre argent, vous investissez, on va vous donner la concession sur 30 ans. Comme ça, vous récupérez votre... Après le projet, nous revient. Mais dans le cas de Nachtigal, au lieu de transférer ce risque financier à EDF et le consortium ont retransféré ce risque financier à l'État du Cameroun. À l'État du Cameroun, qui est contraire au principe des PPP. Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est que bon, quand un constructeur vient, il se dit, mais si je construis le barrage, il faut un acheteur pour que je puisse rentabiliser mon investissement sur la durée. Mais sauf que dans notre cas, on trouve Eneo comme acheteur. Mais Eneo n'a pas les moyens financiers. Tout le monde dans le système. C'est que Eneo n'a pas les moyens, la capacité financière pour acheter cette énergie. C'est comme ça qu'on dit au gouvernement camerounais, mais apporte ta garantie. Donc en apportant sa garantie, il enlève le risque financier de EDF, il le redonne à l'État lui-même. Et ce sont les 10 milliards et on lui donne une concession de 30 ans. Imaginez-vous que vous donnez 10 milliards par mois, 120 milliards sur 30 ans. Donc EDF va dormir, il a investi, il a zéro risque. Et puis les 10 milliards, est-ce qu'il y a possibilité de revoir cet accord? On doit renégocier ça. C'est le type de travail que, quand l'Argentine était en crise,
c'est qu'ils ont fait beaucoup de PPP. Il y a eu la dévaluation, donc l'État n'arrivait plus à s'en sortir. On a dû mener des négociations avec les partenaires qui étaient impliqués dans les PPP. Donc, en l'État, le Cameroun, c'est insoutenable. Voilà une dette nouvelle dont le Cameroun hérite. Ce n'est pas passé par l'Assemblée nationale. Ça s'impose comme ça, à un moment où il y a des besoins énormes dans tous les domaines de la vie économique et sociale du Cameroun. Mais de manière plus large, je pense que le Cameroun aborde très mal le problème des PPP. Pas que des PPP. Quand notre pays va négocier avec l'étranger, nous avons un problème. C'est que nous acceptons toutes les nouvelles idées qu'on nous apporte sans faire le filtrage nécessaire. Pas de contradiction. Et c'est ça la différence avec les pays comme le Rwanda, comme l'Éthiopie, qui ont une boussole, ils savent où ils veulent aller. Quand les bailleurs viennent, ils essaient de voir si le bailleur s'inscrit Dans leur logique. Dans leur logique. Or, chez nous, dès qu'on arrive avec une nouvelle idée, on est parti. Et la mise en œuvre est catastrophique. Pourquoi? Parce que quand vous regardez notre dispositif institutionnel, il n'y a pas d'appropriation de toutes ces nouvelles méthodes. Par exemple, on dit PPP. On a adopté une loi sur les PPP. Il y a une agence des PPP. Mais chaque ministère agit dans son sens. Il n'y a aucune coordination. Chacun se lève, il fait son PPP. Vous avez vu, il y a un dernier cas dans le secteur routier où on a repris le PPP. On demande au gouvernement de payer, je crois, 30 milliards. Oui. Donc c'est dispersé. La mise en œuvre, elle est dispersée. Le contrôle in fine sur les coûts et l'impact budgétaire des PPP quand on fait des erreurs, il n'y a aucun mécanisme. Donc tout ça est à réorganiser. Le vrai problème qu'on a, c'est que l'État camerounais fonctionne encore comme dans les années 60-70 et il veut gérer des problèmes complexes de 2025. Avec les outils, oui, tout est manuel, donc on est en train de gérer les problèmes de 2025 avec une administration de 60-70. Mais Jeanne Yambal, pour ceux qui nous écoutent par exemple au quartier, peut-être que ces concepts sont trop complexes pour eux. Quel sera l'impact si rien n'est fait là? Par exemple, le consommateur d'électricité, quel sera l'impact sur lui? Aurons-nous l'électricité ou on n'aura pas? Les coûts vont-ils augmenter? Avec la renationalisation? Oui, avec la renationalisation. Non, je pense que le coût sera bénéfique pour la population camerounaise. Le coût sera bénéfique. Pourquoi? On avait un acteur qui aspirait. Je vous ai dit, il a pris l'argent des investisseurs. Il leur a dit, moi je vais vous chercher des affaires dans le monde entier pour vous donner un retour sur investissement même de 20-25%. C'est comme ça qu'il arrive, il prend le morceau Sonel. Donc tous les mois, lui, il n'est pas redevable aux consommateurs d'électricité du Cameroun. Il est redevable aux gens qui ont mis de l'argent là-bas. Donc tous les ans, il ne fait qu'aspirer le chiffre d'affaires pour envoyer là-bas. Cet aspirateur n'est plus là aujourd'hui. Cette ressource, elle reste à la disposition de l'État. Maintenant, la deuxième phase, c'est que l'État puisse transformer le système pour le rendre plus efficace. Bon, maintenant, sur la hausse des coûts ou pas, le problème, c'est que les déséquilibres financiers, il y a trois problèmes à résoudre. Un, il n'y a pas l'accès à l'électricité, il y a des délestages et tout ça. Deux, il y a des déséquilibres financiers avec des dettes de plus de 800 milliards qu'il faut rembourser. Donc, par rapport et trois, on n'a pas investi dans les lignes de transport et de distribution pendant des années et des années. Les infrastructures sont vieillissantes. Donc, c'est par rapport à ça qu'il faut trouver un nouveau modèle où l'État devra injecter de la ressource, améliorer l'efficacité de Eneo pour dégager plus de ressources et dans un troisième temps, ajuster aussi à la hausse. Ça, on va pas, il y aura des hausses sur les tarifs d'électricité. C'est inévitable. Mais je dis, c'est déjà prévu. Hein. Ce que vous annoncez est déjà prévu. Non, je ne vais pas faire peur. Bon, j'ai des informations, mais ce que je dis, c'est qu'on doit mettre en œuvre de manière à alléger au maximum la hausse des coûts. C'est une combinaison de plusieurs outils. Oui. Si la hausse pouvait être, par exemple, de 60 francs, on doit utiliser d'autres méthodes pour amener autour de 10-15. C'est-à-dire combiner avec d'autres instruments. Je vous ai dit, par exemple, quand on produit l'électricité, il y a beaucoup qui est perdu au niveau technique, au niveau commercial. Si vous bouchez déjà ces trous, c'est un impact sur la hausse des tarifs déjà. C'est-à-dire, ça amortit une partie de la hausse des tarifs. Oui. Si on renforce l'efficacité, même au niveau du recouvrement, ça aussi, ça permet d'amortir la hausse des tarifs. Il y a un mot qui est revenu abondamment, hein, dette. Est-ce qu'on peut évaluer la dette du Cameroun actuellement? Elle est inquiétante? Là, on passe à autre chose. Est-ce que la dette du Cameroun est inquiétante? La trajectoire de la dette du Cameroun, oui, elle est inquiétante. Pour plusieurs raisons. Je vous ai dit, quand on a le point d'achèvement en 2006, nous avons laissé un pays qui avait une dette de 900 milliards. On est à plus de 14 000 milliards. 300 milliards. Oui, 14 300 milliards maintenant. Et lorsque vous regardez le Cameroun aujourd'hui, entre 2006 et 2025, vous prenez un budget en moyenne de, disons, 5 000 milliards. Sur 10 ans, ça fait combien? Ça fait 50 000 milliards. Et vous ajoutez une dette de 14 000 milliards. Est-ce que le Cameroun ressemble à un pays dans lequel on a injecté 64, plus de 64 Oui. Donc 64 000 milliards. Non, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la dette en elle-même n'est pas mauvaise.
C'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait. C'est à ce niveau qu'on a un problème aujourd'hui, c'est que l'essentiel des ressources de l'État sont absorbées par le budget de fonctionnement et par le remboursement de la dette existante. Un peu comme avec les péages automatiques. Oui, et il n'y a rien de pire que de s'endetter pour rembourser la dette existante. Sans rien Et puis, produire. et on a fait un mauvais choix d'investissement. Quand vous voyez ce qui a généré la dette, on a fait des investissements dans des infrastructures improductives. Stade de football. Oui, Les barrages. les stades de foot, même les barrages, on n'a pas réfléchi de manière systémique. C'est-à-dire... Parce que ça ne produit pas. Oui. Donc, on a gaspillé de l'argent. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, quand je vois le budget 2026 qui est proposé, sur à peu près 700 milliards, on a un besoin de financement de 2300 milliards. C'est-à-dire, la dette est financée, le budget 2026 sera financé. Il y a des besoins de financement, c'est plus de 30% du budget de dette nouvelle. 2300 milliards de dette nouvelle. Bon, ça, c'est un premier niveau d'endettement. Le deuxième niveau d'endettement, c'est la mauvaise performance de nos entreprises publiques de manière générale. Et ça, il faut réorganiser ça pour réduire la dette et s'assurer qu'elles rendent les services comme l'eau, l'électricité et tout ça à la population. Le troisième souci au niveau de la dette, c'est que malheureusement, le Cameroun ne produit plus grand-chose. On a une balance commerciale de plus de 2000 milliards, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme, le riz 200 milliards, le poisson plus de 150 milliards, le blé plus de 180 milliards, l'huile de palme on importe. En fait, tous les jours, les Camerounais vivent. Quand ils consomment, ils sont en train de créer des emplois à l'étranger, de créer une nouvelle dette. Donc, tout ceci est à réorganiser. Je ne suis pas inquiet, c'est possible. On a un pays qui a un potentiel énorme. Il faut un changement. Il faut une vision, une volonté politique. Un changement, il faut un changement dans les modes de gouvernance. Tout à fait. Et puis, il faut qu'on restaure la méritocratie, la recherche des résultats, et puis l'égalité des chances entre les Camerounais. Nous avons beaucoup de ressources humaines, que ce soit ici ou dans la diaspora. Mais Jean Yambal, peut-être avant de sortir, vous l'avez dit, si on réorganise au niveau des néos, ça pourrait passer, mais comment est-ce que ça va passer si on ne produit pas, les différents barrages ne produisent pas, si cette énergie n'est pas transportée jusque dans les ménages, comment est-ce que le Camerounais lambda va-t-il faire? Comment va-t-il ressentir qu'au niveau de l'entreprise commerciale, parce que Néo c'était l'entreprise commerciale, comment ressentir que cette entreprise-là a un impact, du moins, est redevenue normale, redevenue camerounaise pour le bonheur des Camerounais aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure une probable augmentation du prix du kilowatt, mais on va augmenter. Si, je préfère le dire ainsi, si on augmente le prix du kilowatt, ça signifie que les Camerounais auront au moins de l'électricité. Mais tel que vous le présentez, on a parlé du cas de Lac d'eau tout à l'heure, de Nachtigal, ce n'est pas pour demain. Si, je pense que le gouvernement, d'après les derniers discours, va faire des efforts à ce niveau. Okay. Je pense qu'il y a des sur Nachtigal, par exemple, et il y a des lignes de transport vers Douala et tout ça. On a prévu de construire. Bon, si on fait des investissements ciblés, pour donner l'électricité à la population, c'est possible parce que l'infrastructure est déjà là, les barrages et tout ça. Donc, il faut partout, il y a des trous, il faut faire cet investissement. Maintenant, pour les tarifs, si l'État commence à payer ses factures, ça va alléger au niveau de la hausse des tarifs des Camerounais. Ça veut dire que l'État ne paye pas? L'État ne paye pas, toute l'administration, les ministères ne payent pas, les universités, tout le monde ne paye pas. Comment? Ils ne payent pas. Si on commence à... Nous, quand on faisait des réformes dans certains pays, on avait mis en place des systèmes dans lesquels on obligeait l'État à avoir la discipline. C'est-à-dire qu'on lui donne l'électricité jusqu'à un certain niveau de ce qui est prévu dans le budget. Oui. Si c'est dépassé, il y a une coupure automatique. Donc, l'État était obligé de payer ses factures. Si l'État paye ses factures, ça va donner de la liquidité à l'entreprise. Si elle a de la liquidité, elle ne ressent pas l'obligation d'augmenter rapidement les tarifs vis-à-vis du consommateur final. Mais pourtant, l'État était déjà actionnaire lorsqu'Eneo était là. Mais rien n'avait changé. Non, mais c'était un actionnaire irresponsable, qui ne payait... Oui, je pèse mes mots, hein. Non, je pèse mes mots. C'est-à-dire que dans la plupart des pays africains, c'est pas spécifique au Cameroun ce que je dis, hein. Oui. Dans la plupart des pays francophones, on a souvent une situation où l'État prépare son budget, mais comme il est actionnaire aussi de certaines entreprises publiques, il se permet de ne pas payer l'eau, l'électricité, les télécoms et les autres. Donc, il crée un tel désordre dans le système que ça amène à un système de dette croisée. Quelles que soient les compétences du manager, il ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'on peut avoir une situation où l'État ne paye pas Eneo. L'État ne paye pas Camtel. Ne paye pas la Camer. Ne paye pas la Camer. Et comme eux-mêmes n'ont pas de trésorerie, ils ne payent pas les dettes entre eux. Donc si vous décidez aujourd'hui d'arrêter la montre, et vous demandez à ces entreprises chacune de payer les dettes les unes vis-à-vis des autres, ces entreprises sont en faillite. Pourquoi? Parce qu'il y a un État actionnaire qui est désordonné. Donc il faut réorganiser tout ce système.
Merci infiniment, Ejan Yambal. Je rappelle que vous êtes économiste et consultant international. Merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Balafon ce matin. Merci Marie-Flore. Merci à tous les auditeurs et à tous mes amis et frères panélistes. Merci. Merci et recevez le... Bonjour. L'État camerounais a repris depuis le 19 novembre 2025 l'entreprise distributrice de l'énergie électrique baptisée Energy of Cameroon, ENEO, en signant une convention de rachat de 51% du capital social détenu par le fonds d'investissement britannique Actis. D'après un communiqué signé le même jour par le ministre des Finances Léopold Motazé et le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elondo Essamba, je cite, « Cette transaction s'inscrit dans une dynamique portée par les orientations stratégiques de la politique du président de la République, son Excellence Paul Biya, et sa volonté affirmée de 1. Renforcer notre souveraineté économique. 2. Consolider les capacités nationales dans le secteur de l'électricité. Et 3. Garantir une gouvernance cohérente des entreprises d'intérêt stratégique. Il s'agit d'un choix structurant et porteur d'avenir. Il marque une nouvelle étape porteuse d'ambition et de défis pour l'opérateur qu'est Eneo. Fin de citation. Le communiqué rassure les employés de la société que l'opération n'entraîne aucune modification de leur statut ou de leurs droits. Entre les lignes déjà, le communiqué des deux ministres révèle que l'État du Cameroun s'était trompé il y a 30 ans sur la souveraineté économique du pays en acceptant le 1er juin 1995 de se désengager des entreprises de services publics, à savoir la Société nationale des eaux du Cameroun SNEC, la Cameroun Telecommunication Camtel et la Société nationale d'électricité Sonel. C'était après la dévaluation du franc CFA intervenue en 1994 et une évaluation des performances économiques qui se sont avérées catastrophiques, en grande partie due à la gestion calamiteuse des entreprises de services publics. Le Fonds monétaire international avait alors imposé un ajustement structurel au Cameroun pour les exercices 1994 et 1995, mais l'évaluation a été un échec. Le Cameroun n'arrivait toujours pas à faire preuve de rigueur et de moralisation dans la gestion. Les deux exercices suivants, 1996 et 1997, le FMI s'installa alors carrément à Yaoundé pour surveiller le gouvernement dans la mise en œuvre d'un nouveau programme de référence, ce qui aboutit en mai 1997 à la signature avec cette institution d'un accord au titre de facilité d'ajustement structurel renforcé, FASR, couvrant la période du 1er juin 1997 au 30 juin 2000. Le FMI et la Banque mondiale sont toujours aux côtés du gouvernement avec le bâton et le résultat favorise l'admission du Cameroun à l'initiative renforcée d'allègement de la dette des pays pauvres très endettés, PPTE, décidée en mai 2000 par les conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. 6 mois plus tard, en octobre 2000, le Cameroun était officiellement admis dans cette catégorie d'État, confirmant le chemin vers le tunnel dans lequel le renouveau avait entraîné le pays, qui quelques années plus tôt était un pays émergent avec une économie stable. Dans cette période de surveillance par les institutions de Bretton Woods, le Cameroun avait en plus réussi l'exploit d'être classé en premier rang des pays les plus corrompus du monde 2 années consécutives, 1988 et 1999. C'est dans ce contexte que le Cameroun perd toute sa souveraineté. L'idée de se défaire des entreprises de services publics qui est en l'air depuis 1995, en réalité suggérée par le FMI, prend corps en octobre 1999 pour ce qui est de la Sonel. Par A plus B, les institutions financières qui sont au chevet du Cameroun depuis 1994 lui ont démontré son incapacité à relever l'économie en continuant de contrôler certaines entreprises avec une gestion administrative sans obligation de résultat. La Sonel est donc le premier bébé de l'État qu'il est obligé de placer sous la garde d'un tiers, comme une maman à qui les services sociaux retirent son enfant parce qu'elle est incapable de s'en occuper. À contre-cœur, elle voit son enfant partir, même si elle garde l'acte de naissance. En réalité, elle n'a pas cédé sa souveraineté sur l'enfant, on la lui a retirée pour incapacité, pour ne pas dire incompétence. De même que pour le Cameroun, sa souveraineté avait été retirée du fait de la mauvaise gouvernance. Le 18 juin 2001, l'américain AES Corp prend le bébé en rachetant 51% des parts du capital social jusque-là détenu par l'État du Cameroun à 100%. Devenant actionnaire majoritaire, le nouveau preneur ajoute ses initiales au nom de la société qui devient AES Sonel. L'état des lieux de la société à ce moment est critique, tel que relevé par Maxime Kamdem dans son mémoire de DEA en sciences économiques en 2004 à l'université de Yaoundé 2. Depuis 1994, en effet, la Sonel était incapable d'honorer ses dettes, près de 21 milliards de francs CFA échus et impayés. Cette dégradation de la situation financière était due, entre autres, à un taux de recouvrement faible, en particulier auprès des communes et des administrations. En 1996, par exemple, le taux de recouvrement des créances hors abonnés publics et haute tension était estimé à 76%. Le 31 juin 1997, les créances communes étaient estimées à près de 6,2 milliards de francs CFA, les créances de l'État à près de 7,3 milliards de francs CFA, les créances de la SNEC à près de 4 milliards et celles de la CRTV à près d'1 milliard de francs CFA.
La société présentait également des insuffisances telles que les retards d'investissement accumulés. Depuis 1981, année de mise en service de la centrale de Sonloulou, le secteur n'avait plus bénéficié des équipements de production viables dans son secteur interconnecté sud, ce qui correspondait à 2 décennies sans investissement véritable dans le secteur. Il y avait nécessité de restructuration de l'entreprise en commençant par une augmentation du capital, le remboursement des arriérés et un rééchelonnement de la dette. Il s'imposait surtout une amélioration de la gestion, ce qui n'était plus dans les cordes du gouvernement. Dos au mur, victime de la mauvaise gouvernance, le Cameroun n'avait pas alors cédé sa souveraineté. Elle lui avait été retirée avec en contrepartie un franc symbolique comme lot de consolation, bien loin des centaines de milliards aujourd'hui déboursés pour revenir à la case départ. Nous y reviendrons. Bonjour. L'État du Cameroun a repris le 19 novembre 2025 la distribution de l'électricité, ce qui est considéré comme un sursaut d'orgueil et l'affirmation de souveraineté. La société en charge de la production, du transport et de la distribution de l'électricité SONEL n'aurait en effet jamais dû être privatisée, car relevant du domaine de la souveraineté, tout comme l'entreprise en charge de la production et de la distribution de l'eau et celle en charge des télécommunications. Les 3 étaient sur le comptoir depuis 1995, quand le pays était dans la liste noire du Fonds monétaire international. Seule quand elle a pu finalement échapper, la SNEC a été divisée en 2 et une partie cédée aux Marocains sous l'appellation CDE. Avant d'être encore reprise, la SONEL avait été cédée comme un package, mais progressivement, l'État a récupéré une partie de la production avant de la sous-traiter. Tout le secteur du transport et la distribution est le dernier segment qu'il récupère. Si l'action est saluée comme un des actes d'indépendance, des questions se posent cependant sur les dégâts sociaux et surtout financiers qu'elle entraîne, car dans tous ces tours de passe-passe, les caisses de l'État souffrent, ce qui fait dire que la reprise de Eneo est un scandale financier sur le plan économique. Au départ, l'État cède tous ces 3 segments de l'électricité, production, transport et distribution à AES Corp pour un montant de 35 milliards de francs CFA officiellement. Un montant jugé ridicule à l'époque, et certains acteurs de la société avaient demandé une enquête pour savoir ce qui avait été payé réellement, car les soupçons de dessous de table et de rétrocommissions engrangées par les agents de l'État chargés des négociations étaient très fortes, ce qui n'a jamais été fait. AES Sonel avait-il payé le juste prix ou avait-il bénéficié des allègements comme ceux décrits par Glencore concernant les produits pétroliers pour payer au rabais? Toujours est-il qu'il a été retenu que l'État avait encaissé 35 milliards de francs CFA pour le package. Et AES était venu pour faire les bénéfices par l'humanitaire. Pour rentabiliser son affaire, des mesures drastiques que l'État ne pouvait prendre du fait des missions régaliennes de fourniture des services de base furent adoptées avec pour conséquence immédiate l'entrée dans le langage des Camerounais du mot délestage. Après le coût financier, c'était le coût social. Comme un bon businessman, ou Bayam Salan, pour emprunter au langage local, AES dépoussiéra un peu la marchandise, refit la peinture de quelques bâtiments et remit la marchandise sur le marché 10 ans après. Il trouva preneur pour 115 milliards de francs CFA, 3 fois sa mise de départ, sous le regard hagard des Camerounais. Il est reparti en se frottant les mains et surtout laissant derrière lui des infrastructures vieillissantes sur lesquelles il n'avait pas investi grand-chose, ni construit de nouvelles comme le prévoyait son cahier de charges. Investir moins et gagner plus aura été sa règle. Artis, le repreneur qui a rebaptisé la société Energy of Cameroon Eneo, semble n'avoir pas eu les mêmes chances. Le gouvernement, sûrement vacciné par les méthodes du premier, aura été plus regardant sur les investissements et l'entretien à effectuer dans le secteur. Il lui a même retiré une partie de la production et le transport avant de maintenir la pression pour une distribution efficace. Conséquence, Eneo a passé du temps à s'endetter pour répondre aux attentes. À l'international comme à l'intérieur, ces dettes se sont accumulées auprès des banques, auprès des prestataires, auprès des sous-traitants, auprès des usagers via les exigences des cautions et au final, il a fait une bonne ardoise, 800 milliards de francs CFA, dont 500 milliards envers ses fournisseurs. Entre 2014 et 2022, en effet, Eneo a investi 320 milliards de francs CFA, dont 40%, soit 128 milliards dans le réseau de distribution, mais un investissement resté insuffisant. En plus de 100 milliards empruntés auprès de 8 banques locales, en 2021, la société n'a pas réussi à obtenir un prêt de 210 milliards sollicité auprès de la Société financière internationale SFI en raison de la santé financière et de la qualité de la gouvernance. En réalité, l'affaire était plus risquée qu'Aptis ne l'avait pensé. Le fonds d'investissement avait sans doute fait une évaluation de la marchandise qu'il prenait en 2012 et se disait qu'il pouvait, malgré cette situation critique, appliquer un management à la Carlos Ghosn, ce franco-libanais qui avait relevé Nissan du port du précipice pour la hisser au sommet des constructeurs automobiles. Mais c'était sans prendre en compte les réalités camerounaises et les exigences sociétales. La première mesure de Carlos Ghosn avait été de licencier 70% du personnel, ce que Eneo ne pouvait faire sans tomber sous le coup de la violation des droits sociaux et sans créer des remous sociaux, ce dont le régime avait le moins besoin. Le gouvernement s'est lui-même révélé être un bon caillou dans la chaussure de l'entreprise en développant une attitude de délinquance quant au règlement de ses propres factures, attitude contre laquelle Eneo ne pouvait rien, en tout cas pas grand-chose, quand il lui est opposé la raison d'État. Face à ces difficultés, Artis a annoncé depuis 2023 son intention de quitter le capital d'Eneo. Le gouvernement a alors mis en place un comité interministériel chargé des discussions techniques, juridiques et financières. Le cycle de négociations a pris fin le 19 novembre 2025 avec une transaction bouclée pour un montant de 78 milliards de francs CFA. En résumé, il y a 24 ans, l'État vendait 51% du capital de la société d'électricité à 35 milliards à AES. Ce dernier a revendu 10 ans après à 115 milliards. En 2025, l'État reprend les mêmes actions à 68 milliards de francs CFA avec 800 milliards de dettes. Un régime ne peut avoir autant de génie et ne pas être adulé de son peuple, dont la résilience est par ailleurs saluée. C'est à suivre.